Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc. Il s'en est passé des choses pour le FC Metz pendant cette semaine de trêve internationale. Match amical, signature et entretien avec Edouard Souma-Abad en prêt au RFC Serein, dont le retour chez les Grenats est attendu. Combien gagnent les joueurs du FC Metz? Nos confrères de l'équipe ont répondu à cette question, élément de comparaison dans le focus du jour. C'est le retour de la Ligue 1 ce week-end avec la réception du FC Nantes, le dernier face à l'avant-dernier pour la 28e journée de championnat avant match. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro du Graouli Mag. Et non, ce n'est pas une blague, on est bien de retour après une petite semaine de pause. C'est pas pour autant que l'actualité du FC Metz s'est arrêtée, bien au contraire. On va parler de tout ça évidemment aujourd'hui avec nos chroniqueurs du jour. Petit tour de canapé avec pour commencer Bertrand. Antoine, salut Bertrand. Salut Émeric, bonsoir à tous. Très international mais pas pour tout le monde, hein. Tu étais très actif toi ces derniers temps. J'ai un petit peu bougé, effectivement j'ai pas mal de projets qui sont en train d'émerger, donc voilà, on s'ennuie pas. À tes côtés, il ne s'est pas ennuyé non plus, mais ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, hein. C'est Bernard Zénith. Ah, tu m'invitais plus. Mais non, tu étais dans la fameuse cave, tu sais. Ah bon, mais on enferme les gens. Pourtant, je sais pas ce que j'ai fait. Hein. nous, donc bonjour à tout le monde. Parce qu'elle était libre. Ouais, d'accord. Nous, on l'a sous l'eau, hein, elle est en dessous du studio. Rattrape-toi maintenant. Tu vois. On te verra plein de fois ce mois-ci. C'est très promis. bien. Arthur Carmier est avec nous. Salut Émeric, salut à tous. Un peu le chroniqueur multisport. Ouais, c'est pour ça qu'il est en forme, Bernard, d'ailleurs, c'est l'effet cave. Attends, ils sont requinqués après ça. Il y avait quoi à boire dans cette cave, Émeric? Ça fait partie des longs secrets. T'as dit quoi? T'as dit que c'est les vieux qui sont requinqués? Non, c'est ça? Non, ceux qui ont besoin de prendre un peu de repos. D'accord, non, fais attention à ce que tu dis. Oui, je vais toujours faire attention, cette émission va être très longue. Il y a aussi évidemment nos chroniqueurs du jour, mais notre voix off, Nathan, qui est avec nous depuis le début de l'année. On s'y habitue désormais. Salut Nathan. Salut Émeric, salut tout le monde. Il va y avoir beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On va commencer avec l'actu de la trêve internationale. Et oui, qui dit une semaine d'absence, dit évidemment une semaine à rattraper. On va essayer de le faire dans l'ordre chronologique ou presque, mais on va commencer avec des signatures. Et oui, il y en a encore, même si le mercato est terminé. On va parler de celle de Nathan Bala, premier contrat professionnel officialisé par le FC Metz. Arthur, petit ouf de soulagement. Évidemment, on sait, c'est, la tête d'affiche de ces dernières semaines côté FC Metz, le petit rayon de soleil dans ce contexte sportif assez compliqué. On se posait la question de savoir s'il est signé ou non. Fort heureusement, c'est fait jusqu'en juin 2029. Petite éclaircie dans la grisaille Grenat, ça aurait été vraiment un très mauvais signal de voir ce jeune joueur ne pas signer son premier contrat professionnel au FC Metz. Alors, on sait que le FC Metz a désormais 99% de chances d'être en Ligue 2 la saison prochaine. Donc, si on doit passer par une énième reconstruction, vaut mieux que ça se passe avec des jeunes joueurs comme ça pour essayer d'insuffler quelque chose de nouveau. En tout cas, oui, c'est une bonne nouvelle. Nathan, en plus, on n'en a pas parlé avant la trêve, même si c'était dans les petits papiers. Nathan n'est pas le seul qui va signer. Un Nathan pour un autre Nathan, d'ailleurs. A noter que Believe Munongo ne devrait plus tarder à suivre les traces de son jeune coéquipier Nathan. Bernard Serin parlait d'une signature après la trêve internationale. Il était parti avec les jeunes de l'équipe de France, signature qui devrait tomber incessamment sous peu. En tout cas, on l'espère, Bertrand, parce que, on l'a dit, le centre de formation, c'est la signature un petit peu de ce FC Metz, surtout depuis, on va dire maintenant, quelques mois où ça revient un petit peu sur le devant de la scène. C'est une bonne chose, effectivement, d'avoir des jeunes du cru. Nathan, c'est un garçon qui a évolué à l'US Forbach, qui est un club partenaire du FC Metz, dans le cadre du FC Metz Moselle. Believe Munongo, il a évolué à Plantière, au CO Metz, si je ne dis pas de bêtises, à Bellecroix. Et donc, lui, c'est un gamin de Metz même.
Voilà, donc c'est important, je pense, pour les supporters d'avoir ces jeunes garçons qui nous rappelleront peut-être les Bernard Zégnier de l'époque, donc des garçons qui étaient du secteur, de la région, du territoire. Et puis effectivement, qui plus est, s'ils sont passés par le centre de formation, c'est l'objectif en tout cas et la mission qu'ont les formateurs et donc son directeur, c'est d'alimenter au maximum, on va dire, l'équipe professionnelle. Même si effectivement ça n'a pas été le cas depuis quelques temps. Il y a une période de creux en tout cas. Il y a eu une période de creux. On peut en discuter aussi, mais ça c'est des choix du passé. Il faut être prêt dans le présent et l'avenir. Et effectivement c'est une bonne chose. Maintenant, je ne vais pas parler pour Bernard, mais je sais qu'il en a déjà parlé. Il faut que ces jeunes-là aussi confirment sur la durée, parce que là, c'est quelques matchs. C'est le plus dur, en fait. Parfois, ce n'est pas le premier contrat qui est le plus difficile, c'est le deuxième, c'est le troisième. Voilà, donc. Mais en tout cas, pour eux, c'est quand même un aboutissement, et c'est important que le club puisse s'appuyer sur sa formation. Surtout, ces deux jeunes, ils ont montré qu'ils avaient de la personnalité, même dans une équipe en décomposition totale, si je puis dire, montrer qu'ils avaient quand même des qualités et parce qu'ils veulent gagner leur place, tout simplement, c'est déjà un premier pas positif. Il y a une autre signature, elle est toute fraîche, elle date de ce midi. Abdoulaye Nassoko qui a signé lui aussi son premier contrat professionnel avec les Grenats. Lui aussi jusqu'en juin 2029. Alors on parlait de jeunes du coin, il vient de Nancy à l'origine, il a fait quelques gammes du côté des jeunes du SNS, des jeunes de l'équipe de France aussi, où ils ont joué à les phases de l'Euro U19. Bernard, sans parler du profil en particulier, mais c'est vrai que là maintenant il y a une question de maturité qui a été mise en avant par Arthur. C'est ce qu'il va falloir pour ces jeunes joueurs qui vont changer de dimension maintenant, parce qu'il va y avoir une petite attente désormais. Après, bon, qu'ils aient signé leur premier contrat à Metz, c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que c'était un peu moins le cas ces derniers temps. C'est bien aussi que le club retrouve un certain crédit au niveau des jeunes, parce qu'il y a pas mal de gamins qui sont partis et ou dont les parents ne veulent pas que leur fils signe au FC Metz. Donc ça, c'est un petit peu... Moi, ça me dérange un peu, parce qu'il y a assez longtemps... tous les jeunes du coin étaient attirés par le FC Metz et n'avaient qu'un objectif, c'était de signer à Metz. Ou s'ils voulaient être professionnels, c'était de venir ici. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. On a l'exemple du jeune qui est parti à Lyon, là, Humbert, c'est ça, Humbert, oui. Voilà. Donc, c'est pas le gamin qui a décidé, mais c'est les parents qui ont décidé pour lui de pas le faire signer au FC Metz. Donc ça, moi, ça me dérange. Je voudrais que les Lorrains, alors pas que les jeunes autour de Metz, mais que les Lorrains viennent au FC Metz, c'est clair. Parce que la Lorraine et Grenat, je crois, c'est comme ça qu'on dit. La Lorraine, ouais, exactement, tu as raison. Voilà, donc moi, c'est une bonne chose d'avoir ces contrats-là. Qui plus est, de ne pas se les faire piquer avant qu'ils ne signent, parce que les clubs étrangers... Le règlement est ainsi fait, les clubs étrangers peuvent les prendre avant qu'ils signent leur premier contrat, qui sont obligés de signer au FC Metz, mais s'ils ne le signent pas, ils peuvent partir à l'étranger aussi. Donc voilà, donc c'est une bonne chose, c'est bien pour le club, c'est bien d'avoir ces gamins-là. Si le club descend, bon, a priori, c'est quand même, je pense, mal parti pour se maintenir, à moins d'un miracle. Mais s'il n'y avait pas ce miracle, ça serait bien de repartir sur une base avec des jeunes joueurs, voilà, pour les former et pour les avoir un peu plus que 6 mois ou 1 an, et d'être obligé de les vendre après. Voilà, ça serait bien de pouvoir garder peut-être une génération, dans le cas où il y en ait une génération de gamins, pour pouvoir repartir sur des bases un peu meilleures. On salue évidemment les quelques supporters qui nous regardent. N'hésitez pas à réagir à tout ça. Tu parlais de partir à l'étranger pour certains jeunes joueurs. Et bien ça l'est aussi pour les joueurs un peu plus expérimentés, car il y a eu un départ du côté du FC Metz. C'est Joël Assoro qui est retourné dans son ancien club. Alors pardonnez-moi si je le lis mal, mais Djurgårdens, j'ai un peu du mal avec ça, jusqu'au 15 août prochain. C'est un prêt. Très rapidement, Bertrand, malheureusement l'histoire n'a jamais pris avec Joël Assoro, ou très peu. On l'a dit, un début canon entre Reims et le RC Lens il y a 2 ans, mais depuis, et on l'a encore vu là l'hiver dernier, c'était trop compliqué entre les deux parties. Ouais, c'est un garçon qui a pas réussi à confirmer peut-être ce qu'il a montré au départ lors de son arrivée. Quand on vient comme ça d'un pays étranger, il y a l'intégration qui est pas simple pour tout le monde. Voilà, si je dis pas de bêtises, il avait
eu des problèmes personnels dans sa vie privée qui ont peut-être pas contribué aussi à son épanouissement, au-delà du potentiel joueur. Mais encore une fois, Bernard, de par son expérience, il sait très bien qu'il faut être bien dans sa tête et dans son corps pour après exprimer tout son potentiel sur le terrain. Et puis, là, je pense que c'était le mieux qui pouvait arriver en fait pour les deux parties. Pour lui, déjà dans un premier temps, pour qu'il puisse retrouver peut-être un environnement où il se sent mieux, chez lui en tout cas. Et puis pour le FC Metz, parce que c'était un garçon qui jouait pas. Donc forcément, vous avez un contrat à honorer, un salaire à donner. Puis c'est peut-être aussi l'opportunité pour des jeunes justement offensifs de pouvoir prendre, je dirais, de l'expérience parce qu'ils commencent à jouer. Voilà, donc si les deux parties sont contents, c'est une bonne chose. Mais voilà, ça pose aussi la question du recrutement. On en parlait en off tout à l'heure avec Bernard, qui a travaillé dans ses nombreuses casquettes au club dans le domaine-là. Donc c'est des domaines aussi qui sont pas évidents parce qu'il faut cibler bien le beau profil qui peut correspondre, je dirais, au contexte et à l'ADN du club. Et on le voit encore cette année que c'est un exercice qui est pas simple. Autre exercice qui n'est pas simple pour le FCS, malheureusement pour nous, c'est celui de remporter un match. Alors en championnat, c'est très compliqué, en coupe également, mais ça l'est aussi. En match amical, il y en a eu un pendant ces trêves internationales face au club satellite du RFC Serein. Résultat, défaite des Grenats malgré l'ouverture du score d'Abouachvili en seconde période. Bon, évidemment, Arthur, en cas de victoire, on m'aurait tout de suite arrêté de me dire « faut pas s'enflammer, c'est qu'un match amical ». Mais tout de même, cette défaite-là, à dire, ça reste une petite désillusion malgré tout. Défaite amère, hein, sans mauvais jeu de mots. Si, il y a un mauvais jeu de mots évident avec le nom du deuxième buteur. C'est quand même un signal hyper négatif, même s'il y a eu des changements, notamment en deuxième mi-temps. Tous les titulaires n'ont peut-être pas forcément joué. L'objectif, c'était vraiment d'équilibrer les temps de jeu. C'est une rencontre qui a eu lieu le mercredi, alors que le CNS avait joué le dimanche, je crois, à Rennes. Donc c'était vraiment pas histoire de... C'était vraiment pour les compléments, on va dire. Mais le RFC Serein, à mon avis, a aussi fait des changements et cherché à rééquilibrer ces fameux temps de jeu. C'est hyper problématique, ça montre à quel point le mal est quand même très profond dans cette équipe, parce que le bas de tableau de la D2 belge, si on est gentil, c'est niveau National 1, voire haut National 2. Donc c'est d'un match qui était censé donner un petit peu de... peut-être pas d'espoir, mais rassurer un peu tout le monde, savoir qu'on est capable de gagner un match, même amical, face à une équipe de moindre niveau. Même ça, on n'est pas capable de le faire cette saison. Et c'est juste triste, quoi. On a envie que la saison elle se termine le plus rapidement possible. Et il va rester encore des matchs. Frédéric Arpinon qui a donné quelques mots à nos confrères du Républicain Lorrain. On va revenir juste sur une partie de son entretien, si vous le voulez bien. C'est une saison qui est compliquée, dit-il. Ça se ressemble souvent pour le FC Metz. On monte et d'air, on n'y arrive pas. Même si je l'ai dit, on doit y croire encore car il n'y a rien de fini. J'ai vu l'interview du président après le match face à Rennes. Je pense qu'il a bien résumé la situation. C'est une saison qui est particulière. Il y a eu des moments où l'on aurait pu basculer du bon côté. Ça ne s'est pas fait. C'est comme ça, c'est le football. Il faut continuer à travailler, essayer de pérenniser tout ça dans le futur. Malheureusement, Bernard, c'est un constat qu'on a tous les 2 ans, mais qu'on normalise un petit peu là-dedans. Oui, tous les 2 ans, il se passe ça, mais pérenniser dans le futur, c'est la même mission depuis plusieurs années maintenant. Moi, c'est ce que je déplore un petit peu, c'est que voilà, on a l'impression que c'est normal. Bon. Donc, on monte en Ligue 1 et on gagne pas un match. Enfin, on gagne pas un match. Façon de parler, mais voilà, on se retrouve dernier. On a un mal fou à gagner. Moi, ce que je déplore, enfin, de l'extérieur, hein, bien sûr, parce que quand on n'est pas partie prenante, qu'on n'est pas le coach, qu'on n'est pas, on fait pas partie du staff, qu'on n'est pas dans le groupe, moi je vois pas, je sais pas comment ils réagissent, je sais pas comment ils sont à l'entraînement, je les vois sur les matchs. Moi, l'impression de l'extérieur, c'est que l'équipe, quand je disais en début de saison qu'elle n'avait pas le niveau, cette équipe-là, moralement, elle n'a pas eu le niveau. Alors, à un moment donné, les joueurs, que ce soit ceux qui viennent de Génération Foot, ils viennent d'Afrique, ils sont formés là-bas, ils viennent ici, ils finissent leur formation, ils jouent au FC Metz. Que les garçons veuillent partir, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, ça ne me pose pas de problème. Moi, j'ai été footballeur, je suis parti de Metz, j'ai été jouer ailleurs, mais quand on a un contrat... Donc, ils viennent à Metz,
avec l'espoir, par exemple, d'aller en Angleterre. Ce que je peux comprendre, il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça, mais quand ils sont à Metz, alors il n'y a pas que eux, mais quand le groupe est là et à Metz, moi je trouve, on se bouge pour le club qui nous paye. Et moi, sur ce que je vois cette saison, alors, il y a des bribes, c'est ce qu'on me dit, hein, on voit un quart d'heure par là, une mi-temps par là, une demi-heure contre le PSG ici à Metz. Mais c'est pas insuffisant, c'est largement insuffisant. Je dis, donc on doit se bouger pour le club qui nous paye. Je veux dire, la moindre des choses, c'est de rendre au club ce qu'il nous donne. Donc moi, je trouve que ce groupe-là ne rend pas au club ce que le club lui donne. Voilà. Mais ça, c'est vu de l'extérieur. Moi, je n'ai pas tous les éléments. Je ne suis pas dans le groupe, je ne suis pas à côté d'eux. Je ne sais pas comment ils réagissent tous les jours. Je vois les matchs. Moi, c'est ce qui me dérange. Voilà. Mais ça, non seulement c'est un problème d'investissement des joueurs, mais c'est aussi la faute du club, à mon sens, qui ne réussit pas à construire une culture pour que ces mecs-là, pour que tout l'effectif se dépasse, ne joue pas avec la peur. On n'insuffle pas une dynamique de la gagne au FC Metz parce que dès le début de saison, en fait, même avant la saison, on fait passer le message comme quoi ça va être compliqué. Donc comment se dépasser et être à 120% de tes capacités dans un contexte comme ça qui est vraiment teinté de, excuse-moi le terme, mais teinté de lose. Comment fait Lorient? Je sais pas, le Havre, Lorient, ils font comment? Ils essaient d'avoir une culture qui est portée sur un petit peu plus de positivité, là où on n'insuffle pas ça du côté du FC Metz. Et c'est bien malheureux parce qu'effectivement, avec vu la conjoncture économique et les Européens qui ont de plus en plus d'argent, en dessous de la 8e place, les écarts se resserrent avec les droits TV. Donc il y a de moins en moins d'écarts entre ces équipes-là, du ventre mou, du bas de tableau. Le FC Metz ne devrait pas avoir d'excuses normalement. On va justement revenir un petit peu sur ces écarts-là, mais un petit peu plus tard, parce qu'avant ça, vous me parlez justement de ces joueurs qui avaient envie de prouver là où ils ont un petit peu commencé leur carrière. Et bien, c'est le cas d'Edouard Souma à base. Il n'a pas joué le match amical, malheureusement, petite gêne musculaire, mais bon, il faut se préserver. Il a bien eu raison. Il a néanmoins pris la décision de nous accorder quelques minutes ici sur ce plateau. C'était pendant la trêve. On va l'écouter. On reviendra après sur ce qu'il a pu nous dire. Salut Edouard. Salut. Merci d'être là. Cette saison, on te sent en pleine forme avec le RFC Serein. Cette année, 27 matchs, 8 buts de passes décisives en championnat. Ouais. Pour augmenter un peu les statistiques, si on prend aussi la coupe, parle-moi un peu de cette saison. C'est une bonne saison, franchement. J'arrive à avoir beaucoup de régularité. Au-delà de la régularité, il y a un petit peu de statistiques aussi qui vient s'y amener. Donc ça fait un assez bon mélange. C'est ce qu'il y a de meilleur pour les attaquants, les statistiques. Ouais, parce que nous, on regarde beaucoup en tout cas. Ouais, c'est important. C'est ton deuxième passage à Serein. On a l'impression que cette année, tu as franchi un cap, que tu n'es pas du tout le même qu'il y a 2 ans. Est-ce que c'est aussi ce que tu ressens? Ouais, je le ressens. J'ai pris en maturité et j'ai envie de dire un peu heureusement. La première année, c'était ma première année au niveau professionnel, donc c'était un peu plus de la découverte. Et là, je connaissais déjà le club, l'environnement, le championnat. Donc ça m'a facilité les choses. Début juillet, le FC Metz a annoncé une prolongation d'une saison, donc jusqu'à juin prochain. Ça veut dire qu'à la fin de cette saison, il te restera 1 an de contrat. T'imposer en Grenat, est-ce que c'est la dernière pièce de ton début de carrière? Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'attends et j'espère vraiment que ça va se passer parce que je suis au club depuis que j'ai 9 ans, depuis U9. Donc j'ai fait toutes les catégories, j'ai gravi les échelons et c'est la seule petite étape qui me manque. Parce que là, pour le moment, tu n'as toujours pas joué la moindre minute en match officiel, tu as fait des matchs amicaux. Ouais. Tu l'attends un petit peu, cette première? Ouais, je l'attends, forcément je l'attends et j'espère qu'elle viendra. Est-ce que tu suis un petit peu ce qui se passe ici cette saison? Ouais. Tu regardes peut-être tous les matchs. Je sais que j'avais lu que tu es encore très en contact avec notamment Frédéric Arpignon et tous les gens du club, ça c'est sûr. Mais est-ce que le week-end, si tu joues pas en même temps, tu regardes le match? Ouais, directement. Alors ça va pas forcément très bien en termes de résultats cette saison et peut-être une petite cassure avec les supporters. Est-ce que c'est un contexte qui peut faire peur ou pas? Qui peut faire peur, je pense que ça dépend un peu des personnes, comment elles ressentent les choses. Mais c'est sûr que c'est pas un contexte facile.
parce que quand tu enchaînes les défaites, c'est jamais facile mentalement. En plus de ça, c'est un groupe quand même qui est assez jeune et qui découvre quand même la Ligue 1. Donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Tu voudrais dire quoi aux supporters? Ce serait qu'on en profite, que tu sois sur ce plateau, pour nous adresser aux supporters du FC Metz. Il y en a quand même pas mal qui nous regardent. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? De continuer à supporter le club, parce que le club vraiment il le mérite. C'est pas seulement un groupe de joueurs et des personnes qui viennent regarder le match, c'est vraiment une entité, un club. Et je pense que tout le monde est dans le même bateau. Les supporters sont peut-être déçus, les joueurs aussi sont déçus, c'est sûr. Et je pense qu'il faut vraiment pas lâcher. Est-ce qu'il faut leur dire « Attendez-moi, j'arrive aussi » C'est à eux de voir. Une interview à retrouver, vous l'avez vu en intégralité sur YouTube, ou bien sur notre site www.moselle.tv. On va revenir très rapidement sur le cas d'Edouard Souma-Abad. Voilà, c'est un jeune joueur qui a fait toute sa formation à Metz, ou presque, en tout cas depuis qu'il a 8 ans, il est ici. Et il a envie de prouver l'année prochaine. C'est ce qu'on recherche finalement chez un joueur. On est content de voir qu'il a envie de passer cette étape-là. Parce que c'est ce qui lui manque sur ce début de carrière finalement. On lui souhaite d'avoir la même trajectoire d'un Romain Métanire. Romain, garçon qui est de Montigny-les-Metz, qui a signé... alors moi je l'ai eu, Romain, il avait 8 ans, le même âge en 98, avec la génération 90 au club. Donc il a eu ce parcours comme Edouard en fait, sauf que lui il a tout de suite signé son contrat pro à Metz et il a joué avant de s'envoler vers la Belgique, les États-Unis en MLS à Minneapolis. Entre autres, je pense aussi à Mathieu Hudol. Voilà, donc on souhaite à Edouard la même trajectoire. En tout cas, je serai et on serait tous contents je pense à ces formateurs, les gens du club, qui voient grandir les gamins en fait, parce que d'avoir une trajectoire de 8 ans jusqu'à l'équipe professionnelle, ça veut dire que il y a eu de la remise en question, il y a eu des moments de doute. Pour avoir suivi le parcours d'Edouard de l'école de foot en préformation à la formation, parce que j'étais au club à ce moment-là, ça n'a pas été tout le temps évident pour lui. Maintenant, il arrive, je dirais, à performer dans le championnat de deuxième division en Belgique. Il y a encore un step à passer pour la Ligue 2 ou la Ligue 1 en France. Mais c'est un garçon agréable, souriant, investi, qui, je pense, a gagné un petit peu sur des domaines où il devait s'améliorer, à savoir l'engagement, des choses... parce que c'est un garçon qui est doué techniquement, qui a un bon sens du déplacement, et là, maintenant, il score, il marque, il est décisif. Voilà, donc si d'aventure, il arrive à s'imposer ici et à être à Saint-Symphorien, c'est le rêve de tout gamin qui commence au FC Metz. Et comme le disait encore une fois tout à l'heure Bernard, d'avoir ces garçons du cru, de la région, du territoire, qui à un moment donné foule Saint-Symphorien, c'est une belle histoire. Et puis deuxièmement, ça a été l'ADN du club pendant des années. Ça doit l'être encore dans le futur. Et Edouard, en tout cas, moi, je lui souhaite de pouvoir atteindre ce niveau-là. Tu parlais de trajectoire en plus pour ce joueur, notamment du RFC Serein. Nathan, c'est vrai que quand on regarde les statistiques, parce que nous, on adore ça, évidemment, du côté des journalistes, il y a une trajectoire qu'on aimerait bien qu'ils suivent, en tout cas. Eh oui, c'est une saison riche en statistiques pour l'ancien joueur de Forbach. Vous voyez les statistiques, je vais les dire à haute voix pour nos amis du podcast. 28 matchs, 9 buts, 2 passes D à 22 ans. Pour retrouver les traces d'une telle saison, il faut remonter au stade d'un certain Mikko Tadze en Belgique. Qui avait tout simplement explosé les compteurs. On lui souhaite la même réussite, le même goal average aussi sur les prochaines saisons avec le FC Metz. On va devoir passer à la suite de cette émission. On va passer à la parenthèse focus. Et là, évidemment, il va être question d'euros dans cette partie. Le quotidien L'Équipe a sorti, comme tous les ans maintenant, les salaires de la Ligue 1. C'est l'occasion pour nous de nous pencher sur ceux du FC Metz. Évidemment, on laissera les autres aux autres clubs. Et on va commencer par un premier constat, celui des salaires moyens en Ligue 1. Où se situe le FC Metz là-dedans? Eh bien, il est barragiste. Si on devait se satisfaire de ce classement, le FC Metz a le 16e salaire moyen de Ligue 1 avec 28 000 euros. Alors, c'est du brut par mois. À chaque fois, on essaiera de le rappeler le plus souvent possible pour que ce soit le plus clair pour tout le monde. C'est évidemment très loin du Paris Saint-Germain, premier du classement avec 650 000 euros bruts par mois.
Mais si on compare entre les concurrents directs au classement et les autres clubs, eh bien le FC Metz n'est pas de bon dernier. C'est ça qu'il faut retenir, Arthur, sur la partie précédente, c'est que cette histoire d'argent touche beaucoup de clubs. On le voit, Le Havre et Angers notamment ont baissé leur salaire moyen par rapport à la saison dernière, ce qui n'empêche pas de performer sportivement. C'est ça, comme quoi on peut trouver des joueurs moins onéreux que ce que le marché français pourrait dicter, mais on peut avoir des bonnes idées. Angers travaille bien, Le Havre travaille bien. Qui ont eu des interdictions de recrutement, notamment cet été de la part de la DNCG. Alors encadrement de la masse salariale pour Le Havre, interdiction de recruter pour Angers. Comme quoi, quand on a c'est toujours la même histoire en fait. Quand on a une vision claire et définie, il peut arriver qu'on se plante. C'est pas le remède absolu, mais ça aide quand même à faire des résultats. Et aujourd'hui, le FC Metz n'a plus cette culture, et c'est ça qu'il va falloir retravailler. On parlait justement du salaire moyen qui était en baisse pour Le Havre et Angers. Alors c'est par rapport à la saison dernière, le FC Metz est en Ligue 2, donc ne fait pas forcément partie de cette différenciation. Mais Nathan, on peut se baser sur ce qui s'est passé il y a 2 ans notamment. Tout à fait. Il y a 2 ans, en Ligue 1, sous Laszlo Bologna, le salaire moyen, c'était 35 000 € brut par mois avec le FC Metz. Aujourd'hui, à 28 000, on a donc baissé. C'est le cas pour les salaires des joueurs aussi. Il y a 2 ans, il fallait regarder du côté d'un certain Georges Mikotadze, qui était le mieux payé avec 125 000 € par mois. C'était qu'une moitié, l'autre moitié était pris en charge par l'Ajax. Là, on va regarder du côté de cette saison. Le top 3 est expérimenté. Habib Diallo arrive en tête, suivi de Gauthier et de Benjamin Stambouli. On a seulement les 10 premiers noms. Mais c'est vrai que quand on regarde comme ça, Bernard, évidemment, pas de grosses surprises. Ce sont les joueurs les plus expérimentés qui sont les mieux payés à Metz et qui ont eu le plus de responsabilités cette saison, on a envie de dire. Bah oui, c'est les joueurs sur lesquels normalement tu comptes le plus. Alors après, avec des fortunes différentes, parce que Stambouli là, il est blessé, Gauthier il a eu un petit coup de mou, voilà. Diallo il n'est pas arrivé tout de suite, mais c'est vrai que c'est les joueurs les plus ce qui est à peu près dans la logique des choses. Les 2 premiers se sont partagés le brassard de capitaine par exemple, le troisième aurait pu l'être. Le troisième pour moi aurait dû l'être. Aurait dû, c'est une petite partie. Voilà, c'est une petite parenthèse. Je te l'accorde. Mais voilà, oui, c'est sur ces garçons-là que tu dois Moi, j'arrête pas de dire, quand une saison est difficile, tu t'appuies sur les tauliers. Et les tauliers, c'est les joueurs les plus expérimentés. Donc, a priori, les joueurs les plus expérimentés, logiquement, ils sont reconnus comme tels et c'est eux qui ont les salaires, a priori, les plus élevés. Voilà, moi, ça me choque pas particulièrement. Après, malheureusement, malgré ces garçons-là dans le groupe, la saison est compliquée. Petit point sur le top 10 pour citer les noms. C'est vrai qu'il n'y a pas de grosses surprises cette saison. Ça a peut-être pu choquer d'autres personnes sur les années précédentes. Mais là, derrière Stambouli, on a notamment Boubacar Traoré avec 55 000. On a Gbama et Demagué qui sont juste en dessous, comme Balotouré, Titaïchvili et Colin. C'est Kofiko qui ferme la marche de ce top 10. En attendant, peut-être une prolongation de contrat. C'est lui qui l'avait dit sur ce plateau. On lui souhaite évidemment. Il y a les joueurs, mais il y a aussi l'entraîneur. Et là, le gap est énorme entre le premier et le dernier, Luis Enrique et Benoît Tavenot. 1 million d'euros brut par mois pour Luis Enrique, 25 000 € brut par mois pour Benoît Tavenot. Bertrand, très rapidement, besoin d'épiloguer là-dessus, mais voilà, on s'y attendait un petit peu concernant Benoît Tavenot. On le sait, ce rôle de pompier de service qui lui a été accordé en début d'année civile quand il a signé. C'est vrai que la question du budget entrait peut-être en compte. Malheureusement, on ne peut pas faire de folie non plus pour l'entraîneur. Ouais, c'est des chiffres qui donnent mal à la tête. Quand je vois 1 million pour Luis Enrique par mois, j'arrive pas à... C'est des chiffres de l'équipe qui ne prennent pas en compte notamment tout ce qui peut être prime non plus. Et c'est la question du brut et non pas du net. Mais bon, mais Paris, c'est pas dans la voilà, c'est hors catégorie. Oui, mais c'est aussi bien. C'est comme ça. C'est pas bien de comparer, mais c'est bien de montrer la différence tout de même pour montrer que c'est une autre galaxie comme on dit. C'est un mauvais exemple, Paris. Et surtout, j'ai pas tous les chiffres en tête, je les ai consultés, mais Tavenot est de loin. Il y a un vrai écart entre lui et l'avant-dernier en fait. Et si on peut aussi. Je crois que l'avant-dernier, il doit avoir 40 quelque chose. 40 000. Il me semble que c'est l'entraîneur d'Angers d'ailleurs. Ouais. Le salaire de Comboiré qui a été cité en pompier
au FC Metz, au Paris FC, il me semble qu'il était chiffré à 120 000 bruts par l'équipe. Donc ça montre... Avec aussi un Paris FC qui est plus vraiment dans cette même catégorie aussi, qui a mis... Peut-être maintenant il faut réussir à jauger. Ça montre là que le choix du FC Metz, là encore, c'est encore ce mot de vision. On a limogé Stéphane Le Mignan, qui ne devait pas avoir, je pense, un salaire mirobolant non plus par rapport aux autres coachs de Ligue 1, sans vraiment savoir si un entraîneur, si on pouvait s'attacher les services d'un entraîneur qui connaît davantage. Dans les autres noms qui avaient été cités, notamment Olivier Dalloglio, pour ne citer que lui, il y en a eu d'autres, ou bien notamment, comme tu as dit, Antoine Comboiré. Je doute qu'avec ce chiffre-là, c'est peut-être aussi ce qui a pu bloquer dans des négociations aussi. Donc là encore, on est sur une vision court-termiste où on ne se donne pas vraiment... Après, c'est plus facile à dire, c'est pas moi qui mets l'argent à la poche, mais on ne se donne pas vraiment les moyens de se sauver en Ligue 1 et ça se traduit à tous les étages de la composition de l'effectif, du staff, sur le marché des transferts pendant l'été. Donc malheureusement, c'est comme ça. Il est vrai qu'on en parlait tout à l'heure de Laszlo Bologna, tu l'avais cité Nathan, on peut peut-être comparer justement avec le salaire de Laszlo Bologna il y a 2 ans. Et oui, Laszlo Bologna, tout à l'heure, je le mentionnais, ce dernier touchait 70 000 € bruts par mois d'après les chiffres de l'équipe. Enfin, un petit comparatif, évidemment, on ne sait pas... combien a touché par exemple Stéphane Le Mignan, mais ça permettait de faire un petit point notamment pour le FC Metz, évidemment, libre à vous d'aller lire les colonnes de nos confrères de l'équipe pour voir tous les clubs, pour comparer un peu tout ce que vous avez envie de comparer. Ça sert aussi à ça, de parler de ces chiffres-là. Nous, on va terminer avec une autre partie dans cette émission, parce que oui, la Ligue 1 est de retour, et ce week-end, il y a un match, c'est le journal de la Ligue 1. Et oui, ce week-end, 28e journée de championnat, le FC Metz reçoit le FC Nantes et vous allez le voir au classement, c'est le match entre le dernier et l'avant-dernier, tout simplement. C'est vrai Arthur que sur le papier, c'est pas forcément l'affiche la plus sexy de Ligue 1. L'important, c'est malheureusement moindre que ce qu'on aurait souhaité. C'est peut-être le match de l'année entre les deux cancres. Ça fait combien de fois qu'on dit que c'est le match de l'année ? Non, justement, on dit que ça aurait peut-être dû l'être, mais malheureusement, là, ça ne l'est pas, vu la situation du FC Metz. Je t'assure que j'étais pas ironique du tout, Bernard. Bon. Non, c'est malheureux parce que c'est vraiment les deux équipes les plus en difficulté dans ce championnat de France. Le FC Nantes a encore une maigre chance d'aller chercher la place de barragiste décrochée par Auxerre. Ils ont fait appel à coach Vaïd qui est, comment dire, le gros de sa carrière est derrière lui. 3e entraîneur de la saison. Il a quel âge Vaïd ? Il a dit 72, 73 ans. On va demander à Nathan, il aura tout le loisir de nous trouver l'âge. On mise quand même, c'est un peu la carte du désespoir, même si c'est une légende du championnat de France. C'est très compliqué. On parlait de match de cancre. L'enjeu, il sera peut-être pas tellement sportif. C'est plus un enjeu d'honneur. Même contre Toulouse, on pouvait parler de ça. Mais là, on est vraiment dans le cas de figure de deux équipes qui sont totalement passées à côté de leur saison. Le FC Metz, on a l'habitude de ça, malheureusement, en Ligue 1. Et le FC Nantes, ces dernières saisons, on a aussi pris cette habitude de les voir comme ça parce qu'ils jouent chaque année, ils tirent sur la corde. Il y a bien forcément un moment où ça casse. Donc, je ne pense pas que ça va être le plus beau match de football de cette Ligue 1, cette saison. Encore qu'on peut avoir des surprises. L'équipe qui l'emportera, s'il y a un vainqueur, c'est peut-être celle qui jouera le moins avec la peur, parce que ça a été un facteur omniprésent dans la saison de ces deux équipes. 73 ans, voilà. La stat est donnée comme ça, il n'y a pas de... direct. C'est en une touche de balle, on joue très rapide ici. On va regarder les statistiques de cette équipe de Nantes, si vous le voulez bien, tout de même, pour se mettre un petit peu au courant et se prendre un petit bain rafraîchissant. C'est la 17e équipe de ce championnat avec 17 points, vous le verrez, le chiffre 17, c'est aussi le nombre de défaites. Voilà, peut-être un chiffre en commun pour cette équipe du FC Nantes. 24 buts inscrits, 45 buts encaissés. Mathis Ablil, meilleur buteur et meilleur passeur. Bernard Hédan, je me tourne vers toi. C'est vrai qu'on parlait d'honneur, mais notamment pour le FC Nantes, c'est vrai que ce n'est plus le grand FC Nantes qu'on a pu connaître. Et ça, fait partie des trucs regrettables, c'est que ça fait aussi partie des clubs qui sont en train doucement mais sûrement de couler. C'est un peu comme le FC Metz.
qui a été un très très bon club de Ligue 1 et qui depuis X années fait l'ascenseur, monte, descend. Quand il est en Ligue 1, il est dans les 3 derniers. Voilà, à part une saison, je crois, où il s'est maintenu. Mais ça reste voilà. Donc c'est un peu une trajectoire similaire avec alors le FC Nantes a été champion de France, ce que n'a pas été le FC Metz, où il a été vice-champion. Mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre que des clubs comme ça, c'est décevant, je veux dire, que des clubs comme ça en arrivent à jouer leur vie tout le temps, alors que ça a été vraiment des équipes qui étaient reconnues comme des très bonnes équipes de Ligue 1. Voilà. Alors après, on peut parler toujours d'argent, mais on me parle toujours d'argent. Ce qui me revient toujours en me disant ouais, mais on n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens, mais il y a quelques équipes qui quand même arrivent avec pas beaucoup de moyens, style, donc on revient toujours au même, mais Le Havre, Lorient ou je sais pas, Angers ou même Brest. Oui, Brest. Ouais. Brest, il y a des équipes quand même. Alors, je vous dis pas qu'elles vont durer 50 ans en Ligue 1, mais ces équipes-là, depuis quelque temps, elles arrivent à se maintenir et à bien figurer dans le championnat de Ligue 1. Donc c'est qu'à un moment donné, elles font peut-être des choses où elles sont plus malines dans leur recrutement, où elles ont de meilleures informations sur les joueurs. Je sais pas. Voilà, c'est une supposition, mais les résultats de ces équipes-là sont meilleurs que les résultats et de Nantes et de Metz qui jouent leur pot là, notamment cette saison encore. Tu parles d'argent, Bernard. Nantes, c'est vraiment l'exemple parfait d'une équipe qui, on a des moyens avec Kita, mais on les met pas assez bien à profit ces moyens et on se trompe continuellement chaque année. Donc si les situations comptables sont comparables, les causes sont bien différentes entre ces deux clubs-là, mais cet exemple du FC Nantes, il est frappant pour illustrer le fait que quand tu travailles pas correctement dans le football et que tu peux avoir la folie des grandeurs, tu finis par le payer tôt ou tard. C'est vrai qu'on joue un peu le va-tout du côté du FC Nantes. Pour revenir un petit peu à l'adversaire du FC Nantes, Bertrand, on parlait de coach Vaïd. On l'a dit, un troisième coach déjà pour Nantes cette saison. Sa première, c'est pas passé du mieux possible. Hein. Il pensait tenir la victoire ou peut-être le nul face à Strasbourg. Ça s'est joué dans les toutes dernières secondes. C'est le premier déplacement pour le nouveau coach, entre guillemets un nouveau, parce que voilà, il est quand même connu dans le giron nantais. Mais voilà, il va y avoir un vrai défi sur ce match-là, et on l'a dit, c'est la peur, le dénominateur commun. C'est un peu le match de la dernière chance, on va dire, pour espérer. C'est pas parce que tu gagnes ce match-là que derrière... On l'a vu sur le classement, tu es encore à 8 points d'écart, plus 1, si tu veux compter la différence de but de la place de barragiste, qui ne te permet pas de rester en Ligue 1, attention. Ben voilà, c'est pour ça que qui te permet pour espérer, effectivement. Et on parle d'Auxerre, de Metz et de Nantes, et j'étais déjà sur Auxerre, qui sont des clubs historiques du championnat de France, tous les trois. Donc c'est bien que c'est dur de se maintenir, c'est dur parce que, comme le disait Arthur tout à l'heure, effectivement, la vision des clubs avec les moyens, avec des stratégies qui sont différentes. Le FC Nantes, pour parler d'eux, et puis du coach Vaïd Halilhodžić, c'est quand même un club qui a été longtemps formateur. Il y a un super, alors ça j'invite les gens qui nous écoutent à regarder un documentaire sur Reynald de Nouex qui est sorti récemment, là, je crois, avec le journal de l'équipe, je crois. Et c'est fantastique la philosophie, et comme quoi c'est pas simple de le perdurer dans le temps. Et les hommes qui changent, pour revenir à ta question et à ces 3 coachs utilisés par le FC Nantes cette année, moi j'y crois pas à tous ces changements. C'est bien un aveu de faiblesse, ou en tout cas de choix pas maîtrisés. Et quel est l'impact ? Parce que forcément, quand vous recrutez des joueurs au début avec un coach, il y a quand même une philosophie, un projet de jeu. Et vous changez le coach qui a peut-être pas, en tout cas Vaïd Halilhodžić, c'est pas la même philosophie que les coachs précédents. Donc maintenant, avec pourtant les mêmes joueurs. Alors je vois pas comment ça peut bien se combiner. Peut-être l'électrochoc, parce qu'on recherche ça. Enfin, en tout cas, les présidents qui font ce choix-là, c'est ce qu'ils recherchent.
ça a presque marché sur le match. Eux, ils avaient eu 15 jours, je crois, parce que le match Oui, du c'est PSG. ça, parce qu'il y a le match du PSG qui est décalé, Exactement. qui doivent encore jouer. Hein. Parce que là, le coach Vaïd, je pense c'est même pas je pense, c'est ce qu'il disait. Il a mis les joueurs, entre guillemets, au travail, avec des séances qui étaient doublées par jour. Voilà, donc Tottenham, je crois, a fait son changement aussi là récemment. C'est le 3e coach avec l'arrivée de Zerbi. Exactement, là. Ça me questionne, en tout cas, tout ça. Alors, je suis sans doute mal placé parce que moi, j'ai plutôt la casquette de l'entraîneur. Donc, forcément, je suis peut-être mal placé pour ressentir ça. Je pense qu'il faut, à un moment donné, être responsable tous autant qu'on est. Alors, on va me dire, c'est toujours plus facile d'enlever un entraîneur que des joueurs. Oui, certes, ok, d'accord. Mais la décision de prendre le coach, il se fait quand même par rapport à un board, un directeur sportif, un président. Donc, il faut assumer après tout cela. Et ça n'a pas forcément les effets attendus. Voilà. Donc, par rapport à cela, écoutez, on verra bien ce que donnera ce match-là. En espérant au moins que du côté de Saint-Symphorien et du FC Metz, on regoute à la victoire. Parce que le FC Nantes, ça fait partie des 3 victoires intercalées Ça, entre on voulait revenir justement sur ce match aller. Voilà. Hein, victoire 2-0, ça remonte. C'était il y a longtemps. C'était fin octobre. Il y a très longtemps. C'était entre les 2 matchs gagnés à Saint-Symphorien contre Lens et contre Nice. En novembre, en octobre. C'est ça, début. Ouais. Je crois que c'était le 2 novembre de tête. On était pas loin de la période de la Toussaint. Et on l'a vu que sur le match de Toulouse, le stade, il a qu'envie de retrouver des émotions, de vibrer. Alors peut-être pas en espérant un maintien, mais au moins regoûter à la victoire. C'est ce que recherche le coach et il le dit d'ailleurs, au moins regagner un match pour peut-être enclencher quelque chose, même si on est dubitatif, en tout cas moi je le suis, pour la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, malheureusement, effectivement. Il semble déjà écrite. Alors, le mot Ligue est déjà écrit, on ne sait juste pas si on doit faire un arrondi. Je pense qu'on peut mettre Ligue 2 malheureusement. Maintenant, quand on lit ou on entend, que ce soit Fred Arpinon, les joueurs ou le coach, il faut y croire. Mais bien entendu qu'il faut y croire. Ils ne vont pas te dire le contraire. Ils sont obligés de le dire. On est bien d'accord. Ils vont pas vous dire le contraire. Ça serait un aveu de comment dirais-moi, de tout lâcher et de voilà. Ils peuvent pas faire ça. Ce que je voulais dire par rapport à cela, ça c'est leur prisme et c'est tout à fait légitime et normal. Mais quand on est plutôt nous en recul ou du côté des supporters, voilà, on voit bien la suite de la. Il faudrait faire un parcours de Ligue des Champions pour terminer le championnat. Ouais, pourquoi pas, le FCMS l'a déjà fait, la Ligue des Champions, ouais. Ce serait juste regoûter à quelque chose qu'il a déjà goûté il y a quelques années finalement. Il faudra en tout cas prendre les bonnes décisions au niveau des joueurs aussi, et ça peut être intéressant pour Benoît Tavenot qui doit toujours faire sans l'un ou l'autre. Là, il y a pas mal de retours quand même à espérer du côté du FCMS. Par contre, il y aura une absence, Alpha Touré suspendu pour accumulation de cartons jaunes, mais derrière, Traoré, Hein peut-être notamment qui peuvent revenir. On revoit la composition face à Rennes. Et une question, Papsi ou Jonathan Fischer, Arthur ? Papsi, mais j'ai l'impression qu'il est incertain. Donc, Papsi était blessé évidemment pour la rencontre amicale. C'est blessé au coude, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, Nathan, ça donne un ratio assez particulier de matchs joués pour Papsi. Ouais, bien sûr, tu l'as dit, c'est encore blessé au coude lors du. Non, pas lors du dernier match amical. Si, tu me confirmes? Il était indisponible pour le match amical et je crois que c'est blessé face à Rennes. Il a dû se blesser pendant le match. Il a eu tellement d'arrêts à faire. Il a fini plusieurs fois. Les gants ont bien chauffé, donc c'est vrai que c'est quand même assez. Il n'a pas de chance, ce garçon, en tout cas. Pas de chance, il est hyper fragile. Hein. Ouais. En tout cas, c'est la 3e blessure de la saison pour Papsi, alors qu'il n'a joué que 2 rencontres. Il a donc manqué 16 matchs sur blessure, soit 59% des rencontres en Ligue 1. C'est vrai que ça fait peut-être un petit peu beaucoup, mais quand il joue, il donne satisfaction, on a envie de dire quand même. C'est ce qui s'est passé à Rennes en tout cas. À part à Lille, il me semble, où il avait fait il était passé à travers. Il y avait une grosse erreur et puis derrière il y a cette défaite où il en prend 4 ou 5 avant de sortir. Si on est taquin ou mauvais, c'est selon, on peut se dire que ça fait du bien d'avoir eu un gardien qui fait des arrêts. Parce que c'est aussi le gardien de tes barrages, il ne faut pas l'oublier, l'année dernière. La saison dernière, lors de la blessure, avec la blessure d'Arnaud Baudard, il avait admirablement bien pris le relais. Donc s'il est apte, sans mauvais jeu de mots, il n'y a pas de raison qu'il ne tienne pas son rang contre le FC Nantes.
Évidemment, il faudra rester attentif à la conférence de presse de Benoît Tamenot qui aura lieu demain. Ça faisait un petit moment, mais on va quand même vous présenter le programme du week-end. Si vous le voulez bien, ça commencera dès ce vendredi avec un Paris Saint-Germain-Toulouse. Il y aura samedi Strasbourg-Nice, Brest-Rennes et Lille-Lens. Dimanche, Angers-Lyon. Et un multiplex aux allures de concurrents directs, j'ai envie de dire, entre Le Havre-Auxerre, Lorient-Paris FC et Metz-Nantes. La 28e journée se terminera par un Monaco-Marseille. Une autre information qui est tombée de la part de la LFP, sur laquelle je voudrais revenir très rapidement à l'occasion de cette 28e journée, et lors de la rencontre entre le PSG et Toulouse, eh bien, la Ligue de football professionnel met en place un dispositif expérimental inédit visant à tester la sonorisation en temps réel de certains échanges liés à l'arbitre et la VAR. On va pouvoir entendre ce qui se dit entre l'arbitre et la VAR. Peut-être enfin pouvoir comprendre quelque chose, Bernard, j'ai envie de dire. Oui, ça peut expliquer un petit peu les décisions qui sont prises, parce que c'est vrai que maintenant, après les rencontres, toutes les semaines, la direction de l'arbitrage revient sur quelques décisions un peu particulières. Le problème de la VAR, c'est que ça enlève quand même de la spontanéité au foot. Parce que tu marques un but, et puis... en fait, il faut célébrer en deux parties maintenant. Non, mais voilà, le garçon qui marque un but, il attend, et il attend un quart d'heure que la VAR dise s'il est hors-jeu ou pas. Un quart d'heure, on voit qu'il il n'est pas hors-jeu et il fête son but un quart d'heure après. Donc ça, c'est un petit peu dérangeant par rapport à la spontanéité du foot et à tout ce que ça peut procurer comme émotion et comme truc, voilà. Mais bon, si on peut avoir quelques explications et savoir un petit peu pourquoi, et pourquoi du comment et pourquoi ils ont pris telle décision, ouais, ça peut être intéressant. En fait, mais pour revenir au truc, la VAR, je sais pas, moi, si dans le foot, c'est une très bonne chose quand même. Après plusieurs années. À part pour la ligne, la goal line, là. Bon, ok, si tu sais si le ballon est rentré ou pas, ça peut être bien. Peut-être le hors-jeu. Et encore, parce que maintenant, celui qui a un grand nez, il est hors-jeu. Donc c'est embêtant. Les joueurs vont se faire vont se faire opérer parce qu'ils ont un trop grand nez, ils vont être hors-jeu plus souvent. Non, des fois, c'est un petit peu bizarre quand même. Voilà. Il faut faire évoluer le règlement, parce que on peut pas avoir un bout d'orteil, un bout d'ongle. Être sanctionné comme ça, il faut trouver quelque chose. Il faudra faire des ligues de pointure. On parle ligue par pointure. On parle de la loi Wenger qui veut donner l'avantage à l'attaque, mais c'est pareil, on déplace le curseur. J'ai souvent un exemple assez comique. Romelu Lukaku, on connaît tous cet attaquant, il avait été signalé hors jeu et s'était fait refuser un but parce que ses parties intimes dépassaient de la ligne de hors jeu. On se rend compte à quel point c'est comique, certes, mais c'est absolument grotesque. Donc Platini a raison et pas de VAR. Je faisais partie, des personnes optimistes au début, en me disant que ça allait peut-être... Ça allait apporter quelque chose. Ça allait apporter quelque chose, effacer les injustices, mais j'ai l'impression que depuis la VAR, on voit de plus en plus d'injustices. Donc c'est peut-être plus un problème de compétence, et on entendra peut-être avec la sonorisation des arbitres que s'il y a cette fameuse compétence ou non. On va regarder ça, justement, ce sera dès ce vendredi soir. Il nous reste quelques minutes, le temps parfait pour se diriger vers le temps additionnel. Et on va faire très rapide, évidemment. Il y a eu la trêve internationale. Évidemment, on parle du championnat et de la Ligue 1 qui revient, mais petit tour d'horizon quand même de ce qui s'est passé sur la scène internationale, notamment l'équipe de France qui a fait son petit bain de foule et ses préparatifs du côté des États-Unis. 2 victoires face au Brésil et la Colombie. Très rapidement, Bertrand, j'ai envie d'avoir ton avis. La Coupe du Monde pointe le bout de son nez. Est-ce que tu ressens un petit peu d'excitation sur cette compétition, sur cette équipe de France peut-être aussi ? C'est les prémices, mais en tout cas, on est encore loin de la compétition. Il y en a d'autres qui vont devoir se terminer avec les championnats, la Ligue des champions ou les autres compétitions européennes. Oui, mais nous, là où on regarde déjà la Coupe du Monde. Mais moi, je voulais revenir plus sur le fait je trouve que c'était une bonne idée d'aller se tester, parce que ça leur a permis de voir l'environnement, de gérer les transports, d'ajuster en fait tous des points de détail que nous, spectateurs, quand on suit une compétition, on n'y pense pas, mais quand vous êtes dans un staff ou dans l'organisation en fait d'une équipe en chef de délégation, vous devez penser à tout, sur la cuisine, le bien-être, la récupération qui est essentielle sur une compétition quand vous enchaînez les matchs. On peut se poser la question effectivement du décalage horaire et puis de la multiplication des matchs, parce que ça effectivement c'est la petite zone d'ombre, parce que les joueurs ils n'arrêtent pas en fait. Donc j'ai cru comprendre ou voir qu'ils voyageaient quand même dans des conditions assez incroyables
pour le commun du mortel. Donc voilà, en tout cas je trouve que l'idée d'aller se préparer et de voir l'environnement pour ajuster, et j'ai cru lire en fait qu'effectivement il y a des choses qui vont changer ou qu'ils ont demandé à changer, en faisant des demandes à la FIFA. Voilà, à voir, mais en tout cas la compétition là, elle va nous faire encore une fois vibrer et rêver, j'espère, avec l'équipe de France qui a dévoilé ses nouveaux maillots. Oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, par contre ils ont pu s'acclimater malheureusement, et c'est un petit peu la petite surprise, le petit tremblement de terre. L'Italie ne sera pas du voyage avec, je te vois déjà tourner la tête, tu sais très bien que je viens vers toi Bernard, avec une défaite au tir au but face à la Bosnie-Herzégovine en barrage. Ça s'est joué à pas grand chose, mais c'est la 3e Coupe du Monde d'affilée que l'Italie ne dispute pas. Tu nous disais en off qu'avec le FC Metz, on était né à la mauvaise époque. L'Italie, c'est à peu près le même constat. L'Italie, qui a été une grande nation du foot depuis un moment, c'est catastrophique. Alors c'est catastrophique. On est assez surpris de savoir qu'il y a quand même eu un euro entre les deux. Mais c'est vrai que ça peut avoir des explications. C'est-à-dire que depuis longtemps, il y a beaucoup de joueurs étrangers dans le championnat italien. Alors il y en a partout des joueurs étrangers, mais en Italie il y en a beaucoup, au détriment justement des jeunes Italiens qui pourraient et de la formation. Voilà, je pense que les Italiens ne forment plus ou ne forment pas. Donc du côté de l'équipe de France, tu peux aligner 3 équipes compétitives un peu plus. Voilà, alors que la France, tu peux sortir 3 équipes, je sais pas, mais presque. Pas loin, je crois que j'avais vu. Quand tu vois la qualité des joueurs, la qualité offensive de l'équipe de France, c'est quand même un truc un peu fou, parce que tu fais jouer 3 attaquants, t'en mets 3 autres. Enfin, je dis pas que tu vois pas, parce que bon, quand il y a Mbappé qui joue, c'est quand même un garçon qui est au-dessus du lot. Tu l'as vu sur les 2 matchs. Voilà, c'est quand même des victoires. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un potentiel en France que les Italiens n'ont plus, et ça se voit justement par rapport à leur équipe nationale, qui était une grande nation de foot, qui a gagné 4 Coupes du Monde. Alors, elle les a gagnés il y a très longtemps, enfin, les premières il y a très longtemps, mais qui était une grande nation de foot. Et là, ils ont lâché la formation parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'ils devaient piquer aussi des joueurs en France, comme fait le football mondial, on va dire. Mais au détriment justement de leur équipe nationale, parce qu'ils ont rien depuis 3 Coupes du Monde. Mais ils vont tous se suicider en Italie. Donc voilà. Donc moi qui suis d'origine italienne, ça me dérange. Alors je me console en me disant que la France, là, elle nous a donné des bons signaux, mais les Italiens, c'est vrai que c'est pas terrible. Quand tu es italien et supporter du FC Metz, le football, il te fait pas de. Il faut changer de sport. Il faut juste changer de sport. Justement, il y a une vraie culture de ça en Italie, où on se met de plus en plus à regarder le tennis parce que Yannick Sinner est incroyable, et même le rugby qui commence à monter. Peut-être qu'on parlera tennis l'année prochaine, et pourquoi pas, après tout. Mais avant ça, on va continuer à parler de foot. Surtout que le FC Metz prend des 6-0, donc c'est compatible avec le Graulimag. Ça reste des petits athées, oui. On n'espère pas un score comme ça, quoique pour le FC Metz ce week-end. Messieurs, malheureusement, on arrive déjà à la fin de cette émission. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver, évidemment. C'est la dernière ligne droite pour le championnat. Pour nous aussi, on sera au rendez-vous. Et puis, on se dit à lundi pour débriefer cette rencontre. À très vite sur Moselle TV. Tous derrière les Grenats en regardant le Graulimag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc.